D'accord. Et qu'est-ce que tu vas en faire des tiges des épinards alors? Les tiges des épinards, on peut en faire un pesto. Ah, pesto maison. Ouais, un pesto maison. Partager les chiffres clés du gaspillage alimentaire pour que les participants repartent avec des astuces hyper simples à appliquer chez eux et qui disent en fait c'est pas si compliqué que ça de réduire le gaspillage alimentaire, donc c'est parti, j'essaye, et ça peut être juste une petite astuce qu'ils vont appliquer de temps en temps, et au fur et à mesure c'est un peu planter la petite graine pour qu'au fur et à mesure ils aient des actions de plus en plus importantes. À notre stade, c'est vraiment ce qu'on favorise. On se renseigne vraiment sur l'entreprise, sur ses actualités, sur ses besoins actuels, pour cibler au mieux les entreprises qu'on va contacter et la personne dans l'entreprise avec qui on sera en contact. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui interviewe les ingénieurs au parcours atypique dans la vente, l'entrepreneuriat ou la transition énergétique. Dans ce 4e épisode, je reçois Dorothée Bessière, cofondatrice de Save It et ingénieure INSA de la promotion 2017. Dorothée vit à Paris et a fondé sa start-up en août 2016. Au-delà évidemment de son choix de devenir entrepreneur dès la sortie de l'école, en passant par sa période d'incubation à Station F, Dorothée et moi avons aussi parlé de l'importance pour avoir du succès d'aligner son marketing et son business model sur ses valeurs personnelles. Enfin, évidemment, nous avons beaucoup échangé sur l'économie alimentaire et comment rendre la lutte contre le gaspillage à la fois ludique et délicieuse. D'ailleurs, à la fin de cet épisode, ne manquez pas une recette originale de gnocchi au pain rassis accompagnée de pesto de fan d'épinards. Il paraît que c'est délicieux. Je vous mets les détails dans la description. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser votre avis. Je lirai une sélection de vos commentaires à chaque début d'épisode. Bon là, honnêtement, j'ai regardé, il y en a que 2, dont un de ma femme adorée, donc je vais zapper cette étape. Mais la prochaine fois, je compte bien en avoir quelques-uns à vous faire partager. Donc n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou directement sur la page internet du blog. J'ai ouvert des sections par épisode et vous pouvez laisser vos commentaires là-bas aussi. Merci à tous ceux en tout cas qui ont déjà laissé une note. Pour vos retours qui sont très positifs, cela me fait vraiment chaud au cœur. Si vous êtes une entreprise désirant sponsoriser cette émission, vous pouvez m'envoyer évidemment un email à contact@systemsales.fr. Le but étant de soutenir les frais inhérents à la production du podcast. Enfin, pour tous ceux qui veulent participer à l'aventure financièrement, le lien buymeacoffee.com/systemsales est dans la description de l'épisode. Allez, je vous laisse en compagnie de Dorothée. Bonne écoute. Bonjour Dorothée. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode de System Sales. Je suis très heureux de t'accueillir. Oui, ravi de participer à ton podcast. Donc Dorothée déjà a un avantage certain sur tous les invités que j'ai eu jusqu'à présent, car Dorothée est avraise. Et oui, alors je sais pas si c'est un avantage, mais effectivement, je suis avraise. C'est un gros avantage, définitivement. Une grande qualité, c'est sûr. Toujours. La deuxième grande qualité de Dorothée, c'est que tu as fait l'INSA de Rouen. Effectivement, j'ai fait l'INSA de Rouen. Et j'ai fait la spécialité mécanique en 3e année. Très bien. Donc Dorothée est la cofondatrice de l'entreprise Save It. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, avec plaisir. Alors Save It, c'est effectivement une start-up que j'ai fondée avec une amie que j'ai rencontrée pendant mes études, pendant un master en innovation et design thinking. Et le but de Save It, c'est de sensibiliser les consommateurs au gaspillage alimentaire. On s'est en fait rendu compte que sur toute la chaîne, de la fourche à la fourchette, c'était nous, consommateurs, qui gaspillons le plus, parce qu'on gaspille 3,3 millions de tonnes de gaspillage alimentaire chaque année en France, ce qui est considérable. Et c'est d'ailleurs plus que la grande distribution, contrairement à ce qu'on peut penser.
Sauf que nous, petits consommateurs, on a très peu d'outils pour nous aider à gérer nos ingrédients chez nous, dans notre cuisine, gérer les dates de péremption, utiliser les ingrédients dans leur intégralité. C'est pour ça qu'on a lancé Save It. D'accord. Donc concrètement, on propose des recettes et des astuces pour utiliser les ingrédients dans leur intégralité, ne plus rien rejeter. Et depuis 2 ans, on fait aussi des animations et ateliers anti-gaspi en entreprise pour sensibiliser les salariés directement sur leur lieu de travail. Une sorte de team building? Oui, exactement. Team building ou alors des buffets avec des dégustations à l'aveugle. Voilà, il y a différents formats qu'on propose. Le but, c'est de s'adapter aux besoins de l'entreprise, à leur fonctionnement, etc. Donc différents formats avec le même but, partager les chiffres clés du gaspillage alimentaire pour que les participants repartent avec des astuces hyper simples à appliquer chez eux et qui disent en fait c'est pas si compliqué que ça de réduire le gaspillage alimentaire. Donc c'est parti, j'essaye et ça peut être juste une petite astuce qu'ils vont appliquer de temps en temps et au fur et à mesure ils vont c'est un peu planter la petite graine pour qu'au fur et à mesure ils aient des actions de plus en plus importantes. D'accord. On voit que ton pitch est très rodé. Tu pratiques combien de fois par semaine? Voilà, ça dépend, mais c'est plutôt, c'est presque plusieurs fois par jour. On est toujours amené à présenter ce qu'on fait. C'est tout le challenge d'être une petite entreprise et de ne pas être connu. Donc il faut savoir expliquer en quelques mots ce qu'on fait et être assez clair assez rapidement auprès de tous les interlocuteurs à qui on parle. D'accord. Et aujourd'hui, la source de vos revenus, c'est quoi? C'est des levées de fonds ou vous arrivez à avoir des revenus réguliers qui proviennent de l'activité de la startup? On arrive à avoir des revenus réguliers avec nos ateliers de cuisine. On a même réussi à en faire malgré les confinements en les passant en visio. Donc ça, c'est un modèle qui fonctionne plutôt bien. Et on a aussi développé une offre qui est pour l'instant un peu plus à ses débuts, mais qui concerne plus les marques agroalimentaires et les enseignes de distribution pour eux aussi les aider à communiquer auprès de leurs clients. Donc on étoffe notre offre d'une année à l'autre en fait. D'accord. Et j'ai noté dans l'activité de ta startup, vous aviez été primé à un dernier trophée d'innovation, c'est ça? On a été effectivement lauréat d'un concours. Non, on était shortlisté et malheureusement, on n'a pas fait partie de la dernière partie du concours. Donc, D'accord. pas de prix pour nous cette année. Mais Et qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui à ton entreprise de faire ce type de concours? Tu as encore besoin de visibilité et de notoriété? Ouais, on a toujours besoin de visibilité. Le fait de participer à des concours comme ça nous permet vraiment de gagner en notoriété et de prouver un peu notre expertise auprès d'autres entreprises. C'est souvent des concours qui sont connus auprès d'un certain nombre d'entreprises. Donc le fait d'être shortlisté, le fait d'être lauréat sur ce type de concours, ça nous permet de gagner en visibilité et d'être un peu plus reconnu dans notre domaine. Donc ça permet de placer tes ateliers un peu plus facilement et d'obtenir aussi plus facilement des financements, je suppose. Ouais, exactement. D'accord. Exactement. Ok. Et donc tu es cofondatrice de cette entreprise. Et quand est-ce que cette entreprise a été créée? Est-ce que tu as sauté le pas directement après l'école d'ingénieur ou t'avais... Alors niveau timing, ça s'est fait directement en 2016, à la fin de mes études à l'INSA. Donc le projet, il est né pendant ma 5e année d'école, comme je disais tout à l'heure. On a décidé avec Isor de se lancer dans l'aventure directement après nos études, je veux dire. Parce que l'enchaînement des choses a fait que voilà, c'était une belle opportunité, que c'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur, qu'on avait du soutien, on avait déjà un certain nombre de mentors qui nous suivaient, qui pouvaient nous donner
des conseils sur plein de sujets liés à l'entrepreneuriat. Donc, on a décidé de se lancer directement après nos études. Et ensuite, on a intégré le programme étudiant entrepreneur qui était présent dans chacune de nos écoles et qui nous a permis d'avancer plus en détail dans le lancement de l'entreprise. On a eu la chance de faire partie de la première promo de Station F, l'incubateur parisien de Xavier Niel. Donc ça a été une très belle opportunité d'être dans cet accélérateur. Et ensuite, on a fait plusieurs programmes en fonction du stade d'avancement de la startup. D'accord. Donc vous avez été super suivi, super conseillé, parce que c'est vrai quand on est jeune et qu'on sort d'école d'ingénieur, je suppose que on n'a pas nécessairement le bagage pour connaître le chemin pour construire son entreprise. Mais en tout cas, félicitations parce que c'est quand même très osé. C'est pour ça que j'ai souhaité t'inviter d'ailleurs dans cet épisode, c'est que je voulais avoir un témoignage. Il y en aura sûrement d'autres peut-être, mais en tout cas, je voulais avoir ton témoignage par rapport à justement ce parcours professionnel, cette envie de se lancer dans l'entrepreneuriat dès la sortie de l'école. C'était assez... C'est vrai que, alors c'est de plus en plus commun. Je pense que les écoles initient de plus en plus à l'entrepreneuriat, mais de ma promotion, on est très très peu, ça se compte je pense sur les doigts d'une main, d'étudiants à avoir créé son entreprise derrière. Et c'est vrai que en école d'ingénieur, c'est pas forcément le type de notion qu'on apprend. Toute la partie business, création d'entreprise, même marketing, communication. Voilà, c'est quand même assez loin des matières qu'on étudie en école d'ingé. D'où je pense ce chiffre aussi faible d'étudiants qui se lancent après une école d'ingé. Après là, je parle vraiment pour le cas de ma promo, ça a peut-être changé depuis, mais c'est vrai que c'était pas forcément courant. Donc les incubateurs et tes soutiens, tes mentors t'ont appris à construire l'entreprise, mais qu'est-ce que t'a apporté l'INSA en elle-même par rapport à cette réalisation, à ton avis? L'INSA, ça m'a permis d'apprendre à régler des problèmes, grosso modo. Non, en école d'ingé, en fait, c'est vraiment une manière de penser, une manière d'appréhender des problèmes, une manière de s'adapter à un certain nombre de situations qu'on apprend, et c'est vraiment ça que j'en retire aujourd'hui. Cette logique qu'on peut apprendre au cours de nos études et qui sert finalement dans n'importe quelle situation. D'accord. Tu penses que ton parcours aurait été différent si tu n'avais pas fait une école d'ingénieur? Oui, très probablement. Je pense que j'aurais eu une approche des choses différente. Je te pose la question parce que j'ai aucune bille dans l'INSA, bille financière. Je te pose la question parce qu'on voit beaucoup de fables circuler ou même de faits comme moi et de gens qui ne font pas d'études, qui montent des entreprises, qui sont successful, qui y arrivent. Je pense que c'est la face immergée de tous ceux qui essayent et qui échouent malheureusement. Mais en tout cas, donc voilà, des jeunes qui se lancent directement sans faire d'études et qui réussissent. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aux plus jeunes qui hésitent entre faire une école de commerce, d'ingénieur, par rapport à se lancer directement? Tu penses que c'est quelque chose que tu ressens au fond de toi ou... Je pense qu'il y a différents profils. Il y a des profils qui, de toute façon, n'ont jamais voulu suivre les codes et qui se sentent les épaules de se lancer dans un projet sans forcément avoir suivi d'études supérieures. Et ça peut être des personnes qui réussissent très bien. Et c'est des personnes qui, de toute façon, je pense, toute leur vie ont un peu géré tous leurs projets comme ça. Et ensuite, il y a des profils peut-être plus classiques qui ont besoin d'apprendre un certain nombre de compétences, qui ont besoin de se cadrer, qui ont besoin de se projeter. Et
ce type de profil, oui, je pense que faire une école de commerce, une école d'ingénieur, ça peut être que bénéfique et évidemment que ça va leur apporter les billes nécessaires pour se lancer ensuite dans un projet. Et concrètement, un incubateur, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui se passe au quotidien dans ce type d'environnement? Je suis totalement étranger à ça et j'ai quelques images d'une série télé US où les gens incubent et se font piquer leur idée. Comment ça se passe en concret? Alors concrètement, en général, on fait partie d'une promo. Donc en fait, c'est un peu comme être dans une classe où en fait qui serait divisée en plusieurs startups. Et on est accompagné par un programme manager qui va suivre l'ensemble des startups, qui va mettre en place des workshops sur des parties juridiques, du design, sur des parties plus business. Donc pour ça, il va faire intervenir des experts qui vont nous faire typiquement des cours, un peu comme à l'école, de manière ponctuelle. Et sinon, il est aussi là pour nous trouver des mentors plus personnels qui vont suivre notre projet et vraiment nous challenger sur un certain nombre de points, éventuellement nous mettre en relation avec d'autres personnes, etc. Donc, en fait, si on résume, c'est beaucoup de mise en relation et c'est vraiment avoir une personne qui va chapeauter notre projet sans s'introduire dans nos décisions. Ça va toujours être à nous de faire les décisions, mais ça va être nous orienter vers des personnes qui vont nous guider pour choisir la meilleure décision. Et qu'est-ce que ça a apporté concrètement à Save It entre le moment où tu l'as pensé à Cranfield et la réalisation à la sortie de Station F? Qu'est-ce que ça a apporté concrètement à ton entreprise? Concrètement, ça nous a permis de lancer la première version de l'application et de lancer les premières offres B2B, donc les premières offres aux entreprises, parce qu'à la sortie de Cranfield, c'était qu'au stade d'idée, alors qu'à la sortie de Station F, on avait une application et des premiers prospects. Toujours dans la réalisation d'ateliers en entreprise, hein. C'est ça ton cœur de métier. Et j'ai vu que tu intervenais aussi ou tu en as parlé tout à l'heure, auprès de grandes surfaces. J'ai vu une image où tu proposes au rayon légumes un QR code à scanner pour avoir une recette. Tu me corriges si je dis des bêtises. Non, c'est ça. C'est ça, d'accord. Ouais. Ça, pareil, c'est des prestations qui sont payantes pour les grandes surfaces ou quel est le business model là-dessus? Ouais, tout à fait. Alors là, ce que tu as vu, c'est sûrement le test qu'on avait fait avec Carrefour. Donc là, c'était vraiment la première ébauche de cette offre qui consistait du coup en une partie conseil. Donc aider Carrefour à choisir le meilleur moyen pour communiquer auprès de ses clients à propos du gaspillage alimentaire. Et donc, on a eu toute une partie de brainstorming, de réunions avec différents services, etc., pour définir une solution qu'on a ensuite mis en place en magasin. Et donc, cette solution, c'est ce que tu décrivais, c'était des petites pancartes avec dessus une astuce ou une recette anti-gaspi et un petit QR code pour ensuite retrouver cette astuce ou cette recette sur son téléphone et pouvoir la consulter plus tard. Donc ça, c'était vraiment la première ébauche parce qu'il y avait une grosse partie de service et donc de conseils anti-gaspi. Maintenant, cette offre, elle est vouée à évoluer et c'est possible que ce soit plus de la vente de contenu, aussi bien sur Internet que directement en point de vente. C'est vraiment à définir avec les différentes enseignes qui souvent veulent se différencier en plus les unes des autres. Donc là, on va être sur du cas par cas. Ils utilisent c'est dans leur budget marketing, sustainability. Ouais, voilà, RSE marketing. Ok. Et toi, du coup, en tant qu'entreprise, tu te finances aussi avec ces revenus-là. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que tu vises alors pour Save It? Quelle est la perspective que tu te donnes
sur les 5 prochaines années en termes de croissance ou en termes de développement d'activité? En termes de développement d'activité, notre but, c'est de devenir vraiment la référence anti-gaspi pour toutes les entreprises qui veulent s'engager d'un point de vue RSE et engager leurs collaborateurs avec. Donc, ça va être principalement développer la partie atelier et développer les offres, enfin décliner nos offres d'atelier pour atteindre un maximum de collaborateurs dans les entreprises. Dorothée, j'avais une petite question. Tu t'occupes de la partie marketing, si j'ai bien compris, Oui. entre autres. Comment vous gérez l'acquisition client, justement, au jour le jour? On a un site qui est bien référencé d'un point de vue SEO. Donc, il y a eu un gros travail de SEO sur le site, ce qui fait qu'on a beaucoup de clients qui nous découvrent directement en tapant des mots-clés sur Internet. D'accord. Donc, il y a beaucoup de trafic entrant. Ok. Et sinon, ça va être une stratégie d'emailing où on contacte des responsables RSE, des responsables communication interne, etc. Pour présenter notre projet et essayer de les transformer en clients. Et comment vous générez cette liste de prospects? Vous avez quelqu'un qui travaille là-dessus pour vous ou c'est vous qui faites le travail de SAP, de prospection? C'est nous qui faisons le travail de SAP. Et qu'est-ce que tu penses des outils un petit peu digitaux de marketing de masse, du growth hacking, comme on entend parler? Est-ce qu'ils se sont énormément développés suite au Covid, qui sont venus apporter des solutions rapides à tous les industriels qui manquaient de clients ou à tous les commerciaux qui manquaient de clients? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Vous utilisez un petit peu ces outils de growth hacking là? Alors, on n'en utilise pas. Je ne saurais pas donner une réponse très détaillée à cette question. Après, l'avis que j'ai un peu à froid, envoyer un email de façon très massive à des centaines, milliers de personnes, à mes yeux, c'est pas forcément la meilleure solution. Je dirais qu'on favorise plutôt les messages personnalisés et vraiment cibler les personnes à qui on va envoyer notre offre pour avoir un meilleur taux de retour. Oui, parce que j'imagine que ta cible, finalement, elle est très réduite. Oui. Tu peux personnaliser à fond en te renseignant un petit peu sur ton interlocuteur, sur la personne qui est en face de toi. À notre stade, c'est vraiment ce qu'on favorise. On se renseigne vraiment sur l'entreprise, sur ses actualités, sur ses besoins actuels, pour cibler au mieux, voilà, les entreprises qu'on va contacter et la personne dans l'entreprise avec qui on sera en contact. D'accord. Note pour la fin de l'épisode, Dorothée nous doit une recette complète dans cet épisode. Hein. C'est un must-have. Au niveau, donc toi, tu t'es à fond dans l'entrepreneuriat. C'est un bon. Ok, tu as eu une idée que tu as développée à l'INSA et concours de circonstances, bah, tu t'es dit ça tient la route, le business plan, le market fit, etc. Est-ce que tu te serais vu quand même faire un boulot d'ingénieur un peu plus classique en entreprise par rapport à ta personnalité ou c'est finalement ça s'est bien goupillé, tu t'aurais pas pu faire autre chose? Non, en toute honnêteté, je pensais pas du tout lancer mon entreprise un jour. Enfin, c'était pas du tout dans mes projets quand j'étais à l'INSA. Donc oui, je me voyais tout à fait avoir un travail plus classique d'ingénieur. Tout ce que je sais, c'est que je voulais pas travailler en tant qu'ingénieur vraiment technique, dans le sens calcul, dimensionnement, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait Cranfield, c'était pour me couper un peu de cette partie très technique de l'ingénierie et plus voir ça en tant que gestion de projet, innovation, design thinking, c'était des sujets qui m'intéressaient beaucoup plus. Donc voilà, c'est tout ce que je savais, mais je m'imaginais plutôt salarié d'une entreprise que de monter une entreprise. D'accord. Et en tant que femme, est-ce que tu penses que finalement c'est plus facile de s'épanouir ou de... Les contraintes sont différentes quand tu es entrepreneur ou en entreprise? Alors, oui, c'est complètement différent. Dans les deux situations, évidemment, il y a des avantages, des inconvénients. J'ai l'avantage de pouvoir gérer mon temps comme je veux,
Donc s'il y a quelque chose de personnel que je dois faire absolument à un moment, je le cale dans mon agenda sans demander l'autorisation à personne. Mais par contre, je sais aussi que si je fais pas les différentes tâches que je dois faire, il y a personne derrière moi qui va passer. Et donc il y a forcément cette comment dire, ce besoin, enfin une charge de travail, je pense, qui est plus importante quand on monte son entreprise. Ouais, ça c'est le propre de tout entrepreneur, j'imagine. Mais par rapport à la question d'être une, enfin, je pose la question parce que la proportion de femmes dans les écoles d'ingénieurs n'est pas si importante que ça. Mm-hmm. Et après, des femmes qui je connais pas les statistiques évidemment, mais des femmes qui font de l'entrepreneuriat ou qui sont sur des postes de commerciaux. C'est plus, ouais, je saurais pas dire en fait. Je sais pas du tout où va me mener cette question, donc c'est pareil, je devrais. Mais non, sérieusement, je discutais avec une autre collègue ingénieure de la même promo que moi, qui avait commencé sa carrière en France et qui était finalement partie au Canada et qui avait trouvé ça plus facile finalement et le milieu des affaires plus propice de l'autre côté de l'Atlantique en tant que femme. Mm-hmm. Bon, c'était son point de vue. Toi, tu évolues, tu cherches des clients qui sont des grands comptes, tu évolues dans un milieu de business en tant qu'entrepreneur. Le fait d'être une femme, c'est un avantage, un inconvénient ou c'est neutre pour toi? Honnêtement, je trouve ça assez neutre. D'accord. J'ai jamais souffert d'être une femme dans ce milieu, mais c'était aussi vrai quand j'étais en études et que j'étais dans une promo où on n'était que 10 filles et voilà, ingénieur mécanique, c'est vrai que c'était pas le domaine qui attirait le plus de filles. Donc voilà, depuis mes études, maintenant avec Cvit, c'est pareil. J'ai jamais souffert de quoi que ce soit en étant une femme. Pas eu l'impression d'avoir besoin de négocier plus durement ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour l'instant, rien à dire sur ce sujet, tout se passe plutôt bien. Ouais, tant mieux. Et tes interlocuteurs clients potentiels, c'est des jeunes dans les grandes entreprises que tu chasses ou c'est des personnes de tout âge, de toute génération C'est majoritairement des jeunes. Tu sens qu'ils font un peu l'attraction du sujet de l'écologie dans les entreprises. On sent que c'est quand même une génération plutôt jeune qui s'intéresse aux sujets environnementaux et à la partie RSE des entreprises. D'accord. Ceci dit, c'est intéressant parce que ça veut dire que les entreprises confient un peu les clés du camion RSE aux jeunes. Oui, tout à fait. Après, ça se ressent effectivement. Enfin, on sent que c'est quand même assez générationnel cette sensibilisation à tout ce qui est environnement. C'était important pour toi d'orienter ta carrière finalement, tu as fondé une entreprise qui était sur ce créneau-là, mais de toute façon, c'était un facteur important pour toi dans ta carrière professionnelle? Alors, je dirais que... Alors, évidemment, oui, j'ai toujours été assez sensible aux questions environnementales. Mais mine de rien, quand j'étais... pendant mes études, c'était pas forcément un de mes critères principaux de travailler dans ce milieu-là. Mais par contre, maintenant, si voilà pour X raisons, je change de projet ou à la suite de Cvit, peu importe, ça restera un critère hyper important pour moi, les valeurs de l'entreprise et que ce soit des valeurs responsables. Voilà, pouvoir partager les mêmes valeurs que l'entreprise dans laquelle je travaillerai. Donc aujourd'hui, je dirais que oui, c'est vraiment des valeurs qui me paraissent vraiment très importantes. Pour le coup, t'es aligné. T'es aligné avec tes valeurs. Pour le coup, j'ai pas trop de problème à être aligné avec les valeurs de l'entreprise. Ça fait partie de vos critères de recrutement aussi, quand vous. Enfin, je sais pas si tu recrutes déjà.
Si, on recrute, et oui, c'est forcément un plus d'être sensible et à la cuisine et à l'anti-gaspi et à la consommation responsable au sens plus large. Bon, après, ça reste les compétences qu'on demande qui vont être les plus importantes, mais sur 2 profils équivalents, ça peut faire pencher la balance. Ouais. Et quel est l'impact réellement de ces économies de déchets réutilisés? Quel est l'impact réel? Je connais pas bien ce sujet, je connais un peu plus le sujet de l'énergie, mais sur l'impact écologique de la réutilisation des déchets verts, comme ça, ou de l'anti-gaspi, pour reprendre tes termes. Tu connais, toi, un petit peu plus les impacts réels que ça a sur le... Alors, pour une famille, donc on compte 4 personnes en moyenne, sur 1 an, ça peut faire économiser plus de 350 €. Le fait de cuisiner anti-gaspi et de récupérer, de cuisiner ses restes, d'utiliser des épluchures, des parures, etc. Voilà, c'est les chiffres qui sont communiqués par différents rapports. Ok, et en termes de poids de déchets par famille, tu sais ce que... Alors non, j'ai pas le chiffre en tête. Parce que j'imagine que l'impact sur l'écologie, il est là. Ce que tu sauves en tonnage de déchets, il n'est pas incinéré. Et de facto, tu as une réduction des émissions carbone. Donc, tu as un gain financier et un gain d'émissions de carbone. Je me trompe ou... Oui, tout à fait. Enfin, non, tu te trompes pas. C'est tout à fait Mais ça. tu te gourres complètement. Non, je déconne. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est 7 kilos par personne de nourriture encore emballée qui sont gaspillées par les Français. Ce qui est énorme. Oui, en moyenne. Ah oui, c'est complètement fou, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Enfin, moi, je sais pas, quand je remplis mon frigo, en général, je mange, mais peut-être trop d'ailleurs. C'est des personnes qui vont pas faire attention aux dates de péremption, qui vont laisser au fond du frigo de la nourriture et qui vont se rendre compte qu'en fait c'est périmé, donc hop, poubelle, qui vont acheter des choses parce que c'est en promo, du coup on achète 5 paquets de quelque chose et en fait finalement on n'aime pas, ou alors on l'abandonne au fond du placard et il y a un moment où ça devient plus bon. Voilà, c'est ce genre de schéma qui font qu'il y a autant de nourriture. Et aussi les dates de péremption. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui jettent les ingrédients avant même que l'ingrédient atteigne sa date de péremption, par peur de tomber malade pour X raisons en approchant trop près la date de péremption. Alors ça, c'est, j'imagine, par exemple, l'exemple typique, c'est les yaourts. Mais t'en as d'autres, t'as d'autres exemples il peut y avoir, pour les personnes qui jettent avant même que la date de péremption soit atteinte, il peut y avoir viande, poisson. Ouais. Aussi. Il y a aussi évidemment les yaourts, mais les yaourts c'est un peu particulier parce que il y a une date de péremption mais qui peut être dépassée sans trop de soucis, contrairement aux poissons et à la viande sur lesquels il faut pas trop jouer. Mais toi, avec Save It, t'as des recettes qui réutilisent... Non, je pense que là, tout ce qui est produits frais, Non, produits frais... une chose, c'est sûr qu'on explique clairement qu'il faut pas dépasser la date de péremption, faut pas jouer la avec, DLC, d'un produit ultra frais. Donc là, c'est vraiment de la viande, du poisson. La DLC, c'est une date sanitaire, donc c'est une date qui est mise pour indiquer que au-delà de cette date, il y a un risque pour notre santé. Donc là, clairement, on va pas s'amuser avec cette date. Je prenais l'exemple du yaourt en disant que c'est un peu particulier parce que les yaourts nature, tout ce qui est de plus classique, ça reste du lait fermenté, et si il est conservé au frais avec l'opercule qui est bien fermé, pas de trou dans le pot, etc., il y a pas de raison, et c'est prouvé que jusqu'à 3 semaines après la date de péremption, il peut être consommé. Donc le yaourt nature, c'est un débat un peu à part. Mais après, par contre, on communique aussi beaucoup sur la DDM,
qui est la date de durabilité minimale et qui est sur tout ce qui est produit sec. C'est une date que je qualifie souvent de date marketing parce que c'est une date qui est posée par les industriels pour que le consommateur déguste son biscuit dans les conditions optimales. C'est-à-dire, si je suis industriel de biscuits, je veux que mon client il déguste son biscuit bien croustillant, bien doré, avec la petite tablette de chocolat comme il faut par-dessus. Et il estime qu'au-delà d'une certaine date, le gâteau peut être un peu plus mou, peut avoir changé un peu de couleur, le chocolat un peu blanchi, etc. Mais c'est pas pour ça que le produit est mauvais. Donc, les DDM, on peut tout à fait consommer un produit après une DDM, c'est juste que le produit n'aura pas les qualités organoleptiques maximales. C'est pour ça que je mange toujours les paquets en une seule fois. Comme ça, après, Ça règle le problème. ça règle le problème. Ils sont toujours, toujours croustillants et je mets tout mou. Là, pas de souci. Mais du coup, oui, sur des produits comme ça, on va avoir tout un discours explicatif en disant qu'il n'y a pas de souci et qu'on peut réutiliser. Même, on a des recettes pour utiliser des biscuits mous, pour utiliser un fond de chips ou un fond de gâteau un fond de biscuits apéro. Là, on a pas mal de petites idées assez sympas pour utiliser ce genre de produit. Et du coup, en termes d'utilisateurs de l'application, on tourne à combien d'utilisateurs réguliers ? Alors, on a plus de 50 000 inscrits et environ 15% qui l'utilisent tous les jours. D'accord. Ah oui, quand même. Et tout est entièrement gratuit. Oui. L'application, on a pris le choix de la faire gratuite parce que on est parti du principe que pour aider un maximum de consommateurs, il fallait pas mettre de barrière à l'entrée au niveau de l'application. Donc voilà, c'était un parti pris. Donc aujourd'hui, vos 2 canaux de communication, c'est l'application et les ateliers. Mm-hmm. Ou vous avez d'autres canaux pas d'acquisition, de communication ou t'envisages de vous lancer sur d'autres plateformes de communication? Ensuite, côté communication, on a un site internet avec notre blog où on met tous nos articles détaillés et tout pour expliquer comment consommer, j'en sais rien, un brocoli qui est devenu un peu jaune. Voilà, typiquement. Et on est aussi très présente sur les réseaux sociaux pour justement engager aussi pas mal d'internautes. D'accord. Un brocoli jaune, question technique pour les parents qui nous écoutent. Est-ce qu'un brocoli jaune, ça fonctionne mieux avec les enfants qu'un brocoli vert? Il faut tester. Il faut tester, m'envoyer un message avec la réponse. Ok. On fera un test. On fera un test AB. Brocoli vert, brocoli jaune, avec le même enfant, avec les mêmes conditions d'essai. Et donc, ouais, tu disais les réseaux sociaux. Quels réseaux sociaux vous utilisez et vous êtes actif de manière identique sur différentes plateformes? Alors, on est présente sur tous les réseaux, donc Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, TikTok, partout. Et qui gère ça chez vous? Du coup, vous avez des ressources dédiées à ça ou? C'est moi principalement qui m'occupe des réseaux sociaux. Après, on est principalement actif sur Instagram et sur Pinterest. D'accord. Je dirais, ce que j'ai entendu dire, vrai ou pas, mais il vaut mieux peut-être se focaliser sur un ou deux canaux puis maximiser. Tout à fait. Ça sert à rien de s'éparpiller sur tous les réseaux. On sait qu'il y en a certains qui fonctionnent plus ou moins bien. On se focalise sur ceux avec la meilleure audience avec notre sujet. Et voilà, ça sert à rien de s'éparpiller dans tous les sens pour communiquer sur les réseaux. Et je dirais que ton activité se prêterait plutôt pas mal à une présence sur YouTube aussi, non? Oui, alors on a quelques vidéos qui sont aussi sur YouTube. Les vidéos qu'on fait en fait des recettes, on les fait plutôt en format Instagram et pas en format YouTube parce que on avait l'audience sur Instagram, etc. Après, je pense que à l'avenir, oui, on va évoluer sur des vidéos un peu plus quali sur YouTube. Parce que toi, aujourd'hui, ton audience, ce que tu recherches pour la croissance de Save It, c'est principalement les prestataires, les clients privés. Le client B2C, lui, c'est une source de revenus pour toi quand même ou?
À l'heure actuelle, non. Non, ouais. Par contre, c'est pour te faire connaître, quoi, dans un sens. Voilà, c'est ça. C'est vraiment de la notoriété qu'on acquiert avec le B2C. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même je me permets, qu'il y a un axe de potentiel de développement. Quand je vois ce qui se fait sur YouTube en termes de qualité et ce que les gens financièrement arrivent à en tirer, je me dis, toi, avec avec le contenu que tu as et ce que tu proposes et le fait que tu sois quand même pas mal rodé maintenant, ce serait une source de croissance intéressante, finalement, en fait, en termes d'acquisition. On l'a dans un petit coin de la tête. Ok. Ouais. Bon, bah écoute, comme ça. Ok, bah écoute Dorothée, qu'est-ce qui te toujours autant motivé par l'aventure, qu'est-ce qui te fait encore rêver par rapport à ton entreprise, comment tu Qu'est-ce qui me fait rêver? Question difficile. Honnêtement, on a tellement tout le temps plein de projets en tête. Nous, ce qui nous fait rêver, c'est de pouvoir partager notre passion, partager un maximum de nos astuces, de nos recettes, de faire grossir l'entreprise. On en est, mine de rien, on en est vraiment au tout début. Et on a des projets fous en tête qu'on attend avec impatience de pouvoir réaliser quand on aura plus de ressources, faire grandir l'équipe. Voilà. Donc, t'as encore plein de rêves plein la tête et des idées qui s'affoissonnent pour Save It. Moi, je trouve ça génial. Une recette à nous donner? Une recette. La meilleure, évidemment. La meilleure. Et alors, ce qui est génial avec le podcast et le montage, c'est que tu peux prendre 2 minutes pour réfléchir. Et je meuble. Non, mais j'en ai une. Pas besoin de réfléchir. C'est la recette que j'ai faite la semaine dernière. C'est des gnocchis faits avec du pain rassis. D'accord. Donc voilà, on utilise un bout de baguette rassis. On le réhumidifie, on ajoute de la farine, du parmesan, on en fait des petites boulettes de gnocchi, on les fait cuire et on ajoute un petit pesto de fans de radis ou de carottes pour déguster ces petits gnocchis qu'on aura poêlés entre deux. Ou d'épinards. Ou d'épinards. Un petit pesto de tiges d'épinards en fonction de la saison. Mais voilà, ouais, petit gnocchi de pain rassis. De manière générale, c'est vrai que toutes les recettes qui utilisent du pain rassis, elles sont assez pratiques. D'accord. Ça évite de jeter le petit bout de la baguette qui est trop dur pour être utilisé. Ok, et écoute, tu me donneras le lien vers la recette, peut-être qu'on la mettra dans le détail du podcast. Une photo des gnocchis, en question sur la pochette de l'épisode, et ce sera fantastique. Bon écoute Dorothée, c'était super sympa, bravo, belle réalisation en tout cas. Moi j'admire les gens qui se lancent comme ça dans l'entrepreneuriat. On fait de belles choses aussi en entreprise, dans des grandes entreprises. On peut achever un anglicisme. On peut faire de belles choses et de grandes choses en entreprise, mais ça m'impressionne toujours les gens qui se lancent comme ça, et avoir trouvé un market fit et un business model sur un sujet de base écologique. Chapeau. C'était un plaisir de partager un peu l'histoire de Save It et mon petit parcours. Bon écoute, la prochaine fois que je viens sur Paris, je viens déguster le pesto d'épinards. Merci Dorothée. Oui, avec plaisir. Merci à toi. Salut. Au revoir. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, ou pas, vous pouvez aller laisser un avis sur le blog ou sur Apple Podcast. Allez-y, je les lirai, je vous répondrai avec grand plaisir. Ce que j'ai envie d'avoir maintenant, c'est votre feedback. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt.